Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Salut tout le monde, bienvenue dans Café Série, c'est l'épisode numéro 10. Et aujourd'hui c'est particulier, et vous avez vu d'un grand déguisement, c'est donc la rentrée, c'est la rentrée des séries, mais c'est surtout notre rentrée, et on est hyper content d'être de nouveau parmi vous. Voilà, Kéké. Coucou. Avec son beau sac, alors est-ce que je pense prêt, que tu vas pour la rentrée des classes. Pour la rentrée. J'ai mon cahier texte. Le goûter. Le goûter, très important le goûter. Et la petite gourde avec la boisson. Attends, ils en font des Batman, hein. Tu pourrais. Et on est prêt, on a dans notre cartable, on a plein de choses, on a plein de séries qu'on a vues cet été parce que moi j'avais dit que j'allais pas bronzer, ça se voit bien. Donc on a regardé les séries pour vous, on va vous parler de quelques news et on va aussi vous parler un petit peu d'Amazon qui s'amuse à proposer des pilotes en ce moment et on en a vu quelques-uns, dont certains très bizarres. Hein. On a testé pour vous les pilotes d'Amazon et évidemment on va revenir sur la série de l'été, le gros, presque le blockbuster on pourrait dire des séries, tu peux. Et qui est Stranger Things. Si vous avez vu ça, même si vous n'avez pas vu d'ailleurs, restez là, on va vous en parler tout de suite. Mais on va commencer tout de suite par les news. Il y en a eu plein, mais on en a sélectionné quelques-unes. C'est Expresso. Ok, on commence par la news. Première news, donc il s'agit du renouvellement déjà, parce que la saison 2 n'est pas encore terminée. Il s'agit de Mister Robot qui est renouvelé pour une saison 3. Ce renouvellement, parce que la saison n'est pas terminée, donc un peu surprenant, et surtout parce que les audiences sont un peu en baisse, voire même beaucoup en baisse. Les audiences ont fait moins 40% par rapport à la saison 1, mais ça montre quand même une marque de confiance envers la chaîne, envers le créateur. Ils avaient déjà vraiment suivi sa demande parce qu'il avait demandé plus d'épisodes pour faire sa saison 2. Ils suivent derrière, c'est peut-être parce qu'ils veulent avoir une série de prestige. C'est une série de marque de prestige. C'est pour montrer que les audiences, finalement, ça ne nous touche pas. On a une série qui est aimée par la critique, une série de luxe. Tout à fait. Donc, en plus, ils sont nominés aux Emmy Awards et tout. Oui, non, mais c'est justifié de toute façon. C'est quand même une série assez extraordinaire et qui a beaucoup fait parler. Elle sera certainement, je pense, récompensée en plus aux Emmy, donc une série comme ça, on l'a nulle part. Mais c'est vrai que elle est déjà renouvelée, comme ça, c'est fait. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vu et que vous avez envie de suivre la série en France, ça arrive très 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 vite, ça arrive le 19 septembre. C'est tout de suite. C'est ça. Sur France 2. Sur France 2, en deuxième partie de soirée, c'est diffusé. En version multilingue. Donc si vous pouvez vous voir la série en VO. Oui, pas mal. C'est même mieux. C'est-à-dire c'est une série avec beaucoup de dialogues et beaucoup de monologues, donc c'est assez sympa de les voir en VO. Mais c'est pas toujours le cas sur France 2, donc l'initiative est intéressante. En tout cas. Autre série qui a obtenu une saison 3, c'est The Fall. Alors peut-être vous n'avez pas suivi cette série, c'est une série anglaise de la BBC et c'est surtout la série dans laquelle Gillian Anderson avait fait son retour avant le retour d'X-Files. Moi c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série sur une traque d'un tueur en série particulièrement pervers et elle joue le détective qui est en chasse et donc lui c'est le tueur en série, à peu près le tueur en série le plus charismatique et le plus charmant de tous les temps. C'est Jamie Dornan qui était d'ailleurs dans 50 Shades of Grey, c'est lui qui est devenu une star depuis donc c'était assez chaud de faire une saison 3 car entre Gillian Anderson et lui ils auront un peu des emplois du temps très très chargés. Ça fait 1 an et demi qu'elle est attendue. La BBC a commencé à diffuser des trailers. Elle arrivera donc bientôt. Pas de date précise, mais en tout cas, moi j'ai hâte parce que justement j'ai vu la saison 2 cet été. Toi, t'es une grande fan de la série ? Ouais, j'aime bien. C'est assez glauque, c'est assez... c'est pas trop... C'est moins sanglant qu'une série américaine, mais c'est plus oppressant. Et moi j'ai un peu plus de mal, le rythme était un peu trop lent. Ah oui, c'est lent. Pour moi, ça met beaucoup de temps à ce moment. C'est pas vraiment une série à regarder quand t'es un peu fatigué en fait. Non. Tu piques un peu du nez devant. Mais les acteurs sont vraiment formidables, la mise en scène est aussi superbe dedans. Et c'est le jeu du chat et de la souris, donc c'est sans arrêt et justement... Et son personnage, Gillian Anderson, est juste génial. C'est vraiment top. Donc bientôt. Un autre qui fera pas de saison supplémentaire, c'est Thomas Gibson. De Esprit criminel.
Donc je sais pas si vous avez suivi ça cet été, donc le petit fait divers dans l'univers des séries. Après Morandini Gate, il y a eu Thomas Gibson. Donc Thomas Gibson s'est fait en fait virer de la série Esprit criminel, donc qui est diffusée sur la chaîne CBS, après en être venu aux mains avec un scénariste sur le plateau. Donc, apparemment il lui a mis des coups de pied ou un truc comme ça. On n'est pas forcément dans les détails. Charmant, donc apparemment tu ne peux pas taper tes collègues, il paraît. Donc il s'est fait un petit peu virer de la série, comme ça du jour au lendemain. Donc on n'a pas encore de détails sur comment son personnage va disparaître de la série. Vu qu'il s'est un petit peu battu avec un scénariste, je m'attends à ce qu'il se venge un petit peu derrière. On va dire qu'il y a des choses qui meurent, quoi. C'est ça, soit il va mourir de façon assez horrible, ou alors peut-être de façon totalement ridicule, tu vois. Juste pour lui mettre la honte derrière. Ouais, c'est sûr, c'est un peu... Ouais, donc... Mais apparemment, c'était la deuxième fois qu'il tapait quelqu'un. Il avait des antécédents. Ouais, donc il avait suivi des cures, tu sais, les trucs de anger management, là. Gestion de la colère. Gestion de la colère, ouais. Donc, il y avait déjà eu des trucs sur les plateaux, et là, bah, voilà. On va faire une thérapie, monsieur, hein. C'est pas possible, ça. Donc, bon, bref. En tout cas, ils cherchent des gens pour les remplacer. Ils ont promu plein d'acteurs qui venaient de temps en temps dans la série, qui vont devenir réguliers. Donc, notamment Paget Brewster qui fait que venir et partir. Ouais, revenir, les allers-retours. En même temps, elle fait 50 projets aussi, en même temps, Paget Brewster. Bref, ça, c'est un peu, ça m'agace, ça me fait rire. Et elle revient, elle repart. Bon, bref, donc lui, Thomas Gibson, de toute façon, je l'ai jamais aimé depuis le début. Donc, voilà. Il a rien de sa tête, il est antipathique. Et c'est le seul gars de l'Esprit criminel qui était là depuis le premier épisode, en plus. C'est vrai. C'était le plus ancien. Ouais. Voilà, bon, bref. Donc, il ne sera plus là. Autre chose de plus réjouissant, c'est... ou drôle, je ne sais pas. C'est un crossover entre The Flash et Supergirl. Bon, en fait, il y en a déjà eu un, mais là... Non, là, ça sera... Déjà, il y a... Comme chaque année, il va y avoir donc le crossover entre toutes les séries DC sur la chaîne de CW. Donc cette année, il y a 4 séries. Ouais, entre Flash, Arrow, Legends of Tomorrow et Supergirl. Et en plus de ça, donc, il y aura un double épisode de crossover entre Flash et Supergirl. Et la particularité, c'est que ça sera un épisode musical. Alors pourquoi ? Bon, peut-être parce que les deux acteurs principaux de chaque série ont joué déjà dans une série musicale, donc la série Glee. C'est ça. Par exemple, donc ils vont peut-être jouer avec ça. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce double épisode. Il y a par exemple, on parle de Joss Whedon pour le réaliser. Évidemment, oui. Évidemment. Le méchant pourrait être joué par Neil Patrick Harris. Pourquoi pourquoi je vais être obligé de regarder, ça veut dire. Le pourquoi du comment ? Parce qu'en fait, je sais pas si tu as vu le dessin animé Batman, c'est l'Alliance des héros, je crois, en français, Batman The Brave and the Bold. Il joue déjà un personnage en fait comme ça qui est musical en fait. D'accord. Tout l'épisode musical. C'est lui qui double le personnage-là. Donc il parlerait justement de transposer ce personnage-là en version live dans ces séries-là et de s'en servir comme prétexte pour faire un double épisode musical. Moi, je dis oui, Nick Patrick Harris et Joss Whedon, ça fait penser déjà à Dr. Horrible. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit j'y suis. Mais bon, après, c'est un concept. En plus, ils vont essayer de décliner le truc sur les 4 séries, donc ça veut dire que pendant une semaine entière, il va y avoir que des crossovers. Ça c'est quand même super cool. Maintenant que Supergirl, en fait, est passé de CBS à la CW, c'est sur la même chaîne, c'est vachement plus simple. Et il va y avoir un épisode tous les soirs. J'aime bien l'idée. Bien. En plus, dans le cas de The Flash, tu as plusieurs acteurs qui ont joué à Broadway. Tu as Jesse Martin, par exemple, qui pousse sa chanson là-dessus, qui est super bon, qui chante et qui danse. Je pense que lui, il va s'amuser à faire ça. Il y a un gros potentiel pour que ça soit vraiment bien. Ouais. On va suivre ça de près, je pense. Et oui, et un autre crossover, alors là, celui-là aussi, c'est la mode des crossovers, ça sera la fameuse série fétiche du Slack de Geeking, Brooklyn Nine-Nine, et The New Girl sur la Fox, qui vont faire un épisode crossover. Ça peut paraître un peu étrange, ils vont essayer de croiser les univers. Ouais, écoute, ça peut pas être pire que le crossover entre Bones et Sleepy Hollow, franchement. C'est vrai. Déjà là, ces deux séries comiques, les univers se rapprochent un peu. Oui, parce qu'en fait, il y a un personnage de The New Girl qui est devenu policier. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'il se baladerait du côté du commissariat de Brooklyn Nine-Nine. Voilà. Peut-être qu'il fera la blague, on voit le prétexte, ça peut être une enquête qui commence dans une série et qui se termine dans l'autre. Mais bon, ça peut le faire. Dans deux séries comiques, ça peut le faire. Brooklyn Nine-Nine, c'est vachement bien, c'est sympa. Ouais. New Girl, moi, je regarde pas tout le temps, mais... Moi, j'ai pas vu les dernières saisons, mais j'aime bien la atmosphère de la série. C'est quand même, il y a un potentiel assez sympa. C'est sympa, ouais. Pourquoi pas, ça sera en octobre si vous avez envie de voir ce que ça peut donner. Donc New Girl plus Brooklyn Nine-Nine. Sur Fox. Sur la Fox. Ok.
Voilà, petit tour des news, on a fait super rapide parce qu'on avait plein de choses à dire sur les séries de l'été. Ouais. Et donc on va passer tout de suite à notre top 3. Alors, top 3. Tu vas mettre ton sac. Hein Moi, je le garde, tu vois, je suis Ouais, hyper ouais, c'est ça. Trop vite. Donc, on va vous parler un petit peu des pilotes de Amazon Prime, qui, en fait, depuis quelques années, c'est très récent, propose des pilotes de séries aux Américains qui peuvent voter pour le pilote qu'ils ont préféré. Et cette série devrait, normalement... Ce pilote, devrait normalement devenir une série. Ce qui ne s'est pas toujours passé parce qu'il y a eu quelques bugs. Ouais. Bon. Disons que c'est des recommandations. Ils voient quelle est la tendance. Quelle est la tendance, etc. Et donc, parmi les séries qui ont le plus buzzé par rapport à ces pilotes, il y a donc la série The Tick. Oui, c'est ça. Nous avons regardé cette série. Ouais. Ça, c'est l'ancien design. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est The Tick ? Ouais, donc c'est une série qui est créée par Ben Endlund. Alors, le nom vous est peut-être familier, en fait, parce qu'il il est toujours, je crois. Il est scénariste et producteur sur la série Supernatural. Et il a fait aussi partie de la team Joss Whedon. On en revient toujours à Joss Whedon, notamment bossé sur Firefly, sur Angel, et je crois même aussi sur Dr. Horrible. Il a travaillé dessus. Et en fait, c'est le créateur lui-même du personnage de Tick. En fait, c'est un personnage qu'il a créé quand il avait 18 ans. Au départ, qui était censé être la mascotte du newsletter spécialisé dans le comics, qu'il a ensuite développé en tant que super-héros, donc en BD, qui est même ensuite devenu une série animée à la télévision, donc c'est l'image que l'on voit à droite, et qui a même connu une première adaptation live en 2001 sur la chaîne Fox. Bon, elle n'a pas de... Ouais, c'est celle-ci, là. Dans les Ron Perlman, il y a Ron Perlman dedans, c'est ouf. L'expérience n'a pas duré très longtemps, il y a eu 9 petits épisodes. Mais moi, j'avais vu quelques bouts d'épisodes. Je tombais par hasard. Ça diffusait sur Série Club, je crois. C'est toi qui passes. À 4h du matin. Ouais, exactement, à 4h du matin. C'est quand t'arrives pas. Exactement, tu fais un zapping, tu tombes dessus. C'était en VOST en plus, incroyable. Okay. Donc tu devais un peu halluciner. Et voilà, c'était kitsch. Kitsch était hyper drôle et tout. J'avais beaucoup aimé l'univers. Et du coup, donc Ben Endlund avait donc une deuxième chance de refaire de nouveau une série sur son personnage de The Tick. Donc cette fois-ci sur Amazon. Donc ce sont des épisodes assez courts, ça fait 34 minutes. 34 minutes chaque épisode. Donc de quoi ça parle, grosso modo? Donc ça se déroule dans un univers où les super-héros existent. Ils vivent dans notre monde. Le plus connu d'entre eux, c'est une espèce de clone de Superman. Donc c'est un alien qui est arrivé de l'espace, donc c'est carrément un clone de Superman. Il a le costume, il a la cape, tout ça, il a le super pouvoir. Donc les super-héros sont connus à travers le monde, ils apparaissent dans les talk-shows et tout ça, c'est quasiment des célébrités. Et on va suivre un personnage qui s'appelle, j'ai oublié, Arthur, pardon, qui en fait a une particularité, c'est que son père a été une des victimes du super méchant, donc de cet univers-là qui s'appelle la Terreur. Voilà, donc il est un petit peu obsédé. En fait, tout le monde pense que le super méchant est mort, sauf Arthur. Qui est obsédé par ça, donc il a mené l'enquête pour prouver que le méchant est toujours vivant, et en menant son enquête, il va croiser la route de la Tick. En français, c'est encore pire. Déjà qu'en anglais, The Tick. Ouais, c'est The Tick, c'est la Tick. En même temps, quand tu vois son costume, c'est un costume de Tick, en fait, il y a son tête qui bouge et tout. Mais bleu, pourquoi pas. Pardon, c'est à cause du comics, ça ressortait mieux sur l'impression. Ah, c'est possible, à la base, c'était la création originale, c'était un costume marron. Mais à l'impression des comics... Ouais, mais c'est mieux, ça va être plus kitsch. La couleur bleue était meilleure, donc ils ont... Ça colle bien à l'univers, ils ont tous des costumes c'est très, très kitsch. On n'est pas dans le réalisme qu'on peut voir au cinéma, où ils essaient de modifier les costumes. Là, c'est quasiment les costumes que tu sortirais d'une case de BD, que tu mettrais complètement. En live. C'est exactement ça, c'est ce qui évolue derrière. Et donc, ce personnage de Tick, c'est un super-héros totalement extravagant, qui, disons, a une préférence pour l'action plutôt que la réflexion. Oh, j'aime bien, c'est belle formule. Oui, c'est ça. Bon, il a rien à la tête. C'est ça, ouais. Donc, dans les muscles. Ouais, c'est ça. Donc, il est incarné par Peter Serafinowicz. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, c'est un acteur britannique qui a une voix très, très particulière. Donc, il porte ce personnage de Tick. En fait, il déclame des phrases, je trouve. Ouais, il est très, très grandiloquent, en fait. Il a des grandes phrases.
C'est le super-héros charismatique, tu sens qu'il kiffe ce qu'il fait, il aime être un super-héros, il fait des grands discours et tout, il parle bien, il a un phrasé très particulier, il parle pas comme nous. Et moi j'ai bien aimé. Franchement, ce pilote, ça m'a fait beaucoup rire. Déjà, le côté super-héros réel, ça m'a beaucoup amusé. Ouais, ça, c'était très drôle. Il y a un côté un petit peu drama avec le personnage, donc j'arrive pas à retenir son nom, je suis désolé, Arthur. Le son père, donc qui va être, je pense, le point d'ancrage pour le spectateur. Et donc voilà, on va jouer forcément avec le côté un peu sérieux d'Arthur, le côté complètement taré de la tique derrière. Et ça fonctionne, j'ai envie d'en savoir plus sur cet univers-là. C'est barré quand même, c'est complètement barré. L'humour, c'est un petit peu trash par moment, parce qu'il y a un peu de violence, quelques gerbes de sang. La mise en scène est très réussie, je l'avais noté parce que je voulais dire. La série est produite par Barry Sonnenfeld, donc c'est Monsieur Men in Black. Oui, voilà, c'est un peu le même esprit, je trouve, que Men in Black. C'est le côté action-humour. Ouais. Et au niveau de l'image, en fait, les pilotes étaient réalisés par Wally Pfister. Wally Pfister, c'était le chef opérateur de Christopher Nolan. Donc c'est lui qui a réalisé, qui a tourné la trilogie Batman, par exemple. Ah oui, c'est pour ça que l'image est vraiment magnifique, avec des plans sur la ville et tout. Vraiment, voilà, c'est peut-être l'un des pilotes les plus travaillés, je pense, dont on va parler aujourd'hui. Et ouais, moi j'ai envie de voir la suite en fait, tout simplement. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le décalage entre donc le super-héros exotique qui parle beaucoup, qui fait des grands gestes, qu'on entend, qui prend beaucoup de place, et le Arthur en question qui est l'espèce de un peu le nerd... qui a vraiment des problèmes psychologiques, qui il a un traumatisme qui est pas bien, et en gros voilà, le truc lui tombe dessus et il doit essayer le destin l'appelle comme il dit, voilà, c'est ça, le destin t'appelle Arthur. C'est que des phrases comme ça, et en gros il cherche un sidekick intelligent pour c'est pas trop fort l'intelligence. Et il y a un petit côté aussi, j'ai bien aimé, le petit côté Harry Potter, où le super vilain, la terreur, va un côté Voldemort, un côté Voldemort, plus ou moins le toucher, enfin, et il y a un truc, il y a une relation, il y a un truc qui s'établit entre le super vilain et l'autre, qui se sont déjà rencontrés, et puis on sent qu'ils sont destinés à se combattre. C'est ça le côté un peu Harry Potter, Voldemort. Voilà. Après, moi, je suis moins fan que toi. J'ai trouvé ça kitsch et drôle, et je me suis demandé si j'avais vraiment envie de voir plusieurs épisodes de ça. Je suis pas sûre. Moi, je suivrai bien. C'est la petite série divertissante. Je pense que ça dure 30 minutes en même temps. C'est pas... En fait, ça m'a fait penser à la série anglaise No Heroics, avec les super-héros aussi qui boivent et qui fument et qui disent des saloperies et qui sont dégoûtés de la vie. C'est un peu ça. Donc, à suivre en tout cas. On ne sait pas si... La série a quand même bien... Ouais, je trouve que c'est le pilote qui est en tête, je crois, des votes pour l'instant. Hein. Ouais, et Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Et il y a Jean-Claude. Ce cher petit JCVD, Jean-Claude Van Damme, a fait donc une série, donc la deuxième série que nous avons vue, qui s'appelle Jean-Claude Van Johnson, et qui raconte l'histoire de Jean-Claude Van Damme, qui est à la retraite. C'est ça, qui joue son propre rôle. Qui joue son propre rôle, celui d'un acteur vieillissant, qui fait moins de films, qui prend un peu sa retraite et qui du coup commence à s'empâter. Et est amené à reprendre son métier. C'est ça, il va revenir sur le plateau de tournage. Il est plus ou moins amené à revenir sur un plateau de tournage, mais en fait, il n'est pas que acteur, parce que vraiment... C'est ça, en fait. Sa retraite était double, en fait. C'était un agent secret. Ouais, c'est ça. D'où le nom de Van Johnson. Nom de code. Nom de code. Pour passer incognito. Et donc, en gros, il va nous expliquer que chaque fois qu'il partait tourner un film, c'est parce qu'il avait une mission secrète à réaliser. De dealers, voilà. Ça, donc, c'est... Qui va régler à coups de grand écart et de coups de circulaire. Alors, c'est le truc hyper... il se tournait à la dérision, il se prend pas du tout au sérieux. Il se parodie lui-même, il fait des blagues par rapport à sa propre filmographie. Donc si vous avez vu tous les films de Van Damme, vous allez y trouver votre compte, parce qu'il ressort des petites phrases
certains de ses films. Ouais, il y a Time beaucoup Cop, de tout clins d'œil et Il y a tout plein ça. de clins d'œil. Je suis même pas sûre de les avoir tous vus parce que j'ai pas vu tous ces films. Mais en tout cas, on voit que voilà, c'est le gros délire. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une satire un petit peu hollywoodienne. Il tourne un film. Il y a beaucoup de références, par exemple à Channing Tatum, énormément, qui tourne beaucoup de films. Ouais, Il y a des références aussi donc aux adaptations hollywoodiennes complètement n'importe nawak. Vous le découvrez dans quel film il joue en fait dans ce pilote. C'est assez incroyable. Et c'est une série quand même, je pense d'abord peut-être à réserver aux fans de Jean-Claude. Moi, ce qui était mon cas, j'ai un peu grandi devant les films de Jean-Claude. Je ne vais pas m'en cacher. Et même après, maintenant qu'il fait énormément de navets, j'ai conservé une certaine tendresse quand même Jean-Claude. Je trouve que c'est un type sympa. Voilà, c'est pas un type méchant Jean-Claude. Il a beaucoup d'humour. Beaucoup d'autodérision. Pour jouer dans un truc comme ça, il en faut quand même. C'est sûr. Parce que certains acteurs le prendraient assez mal quand on se moque d'eux. Lui, non, il a fait carrément une série qui tourne autour de ça. C'est lui qui fait la série, donc bon, il est... Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a des défauts, on va dire que... C'est lourd, moi, je trouve. C'est lourd, un peu. C'est un peu une surenchère au niveau de l'humour. Moi, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça drôle. En revanche, j'ai trouvé l'acting assez horrible. Donc, en fait, une des raisons pour laquelle il revient dans le business, en fait... Terrible. Parce qu'il il avait une histoire d'amour donc avec un peu son handler. Donc c'est-à-dire lui, il allait faire l'émission. Vous savez, il y a toujours quelqu'un derrière qui est devant l'ordinateur avec le casque qui lui parle. Voilà, c'était elle. Il était amoureux d'elle, ça s'est mal fini. Et c'est un petit peu à cause de ça en fait qu'il revient pour essayer de la reconquérir. Et elle joue très mal. Ah oui. Elle est très jolie, mais elle joue très mal. Donc bon, c'est pas le point fort du film. Oui, non, la mise en scène est pas très réussi, comme je disais tout à l'heure que ce tic était vraiment très beau visuellement. Là, en revanche, je sais pas qu'ils ont c'est pris, même pas beau. C'est pas beau. La photographie est pas terrible. La réalisation est assez plate, alors que pourtant c'est de l'action. C'est Jean-Claude, il a fait le mettre il y a vachement d'action finalement, mais comme c'est tout le temps tourné en dérision, ça met pas vraiment en valeur en fait. Ouais, c'est pas mis en valeur. C'est dommage. Ça fonctionne pas trop de ce côté-là. Et voilà. Bon, moi, je le reconnais que je me suis bien marré quand même devant, parce que je l'attache avec Jean-Claude. Il y a tout un tas d'humour, toutes les vannes comme quoi dans ces films, tous les mecs l'attaquaient toujours un par un. Du coup, ça, il battait les mecs à coups de grand écart et de coups de pied circulaires. Et donc, il fait du grand écart, le coup de pied circulaire dedans. Oui, il fait ça. Et oui. Mais c'est sa marque, c'est Jean-Claude. Non, mais après, franchement, voir une série de 13 épisodes que ça... Le problème, c'est que il y a rien derrière. On voit les grandes ficelles, on sent que c'est l'histoire classique en quoi il va reconquérir sa nana, évidemment. Tu fais un film direct to DVD, un truc comme ça pour les fans. Je pense qu'un film d'1h30, ça serait passé très bien. Là, une série, faut pas déconner quand même. On va voir encore une fois, le truc bien avec Amazon, c'est que c'est des formats courts, ça dure 30 minutes. Je peux trouver 30 minutes par semaine pour Jean-Claude. Je peux me démerder. Ah ouais, pour regarder faire des bêtises. Ok, bon, d'accord. Alors, d'accord, il vote pour Jean-Claude. Non, moi je vote pas pour Jean-Claude. C'est quand même trop what the fuck. Mais il faut un petit peu de what the fuck. Non. Amazon, ils ont prévu plein de séries sérieuses. Il faut un petit peu de déconnade. Ouais. Tout ça. Et la suivante, alors justement, est-ce que c'est une série sérieuse? Est-ce que c'est une série qui décolle? Pour moi, c'est une série très sérieuse. Je ne sais pas. Ça s'appelle tout simplement I Love Dick. La classe du titre. Voilà. Qui est une série de Jill Soloway qui dernièrement a fait la série Transparent qui a beaucoup fait parler d'elle. Et donc dans la série I Love Dick qui est adaptée dans un roman, on suit dans Catherine Hahn qui joue Chris et son mari qui vont partir alors c'est au Mexique ou je ne sais où, s'exiler quelque part car le mari est en fait un écrivain qui va faire une espèce de retraite pour pouvoir écrire un livre dans cet endroit il y a un espèce de gourou littéraire ou je sais pas comment on pourrait l'appeler c'est ça. Quelqu'un qui est censé les inspirer et les guider sur le chemin de la littérature qui est interprété par Kevin Bacon. Et bon, c'est censé être le mec hyper charismatique, etc. qui va... C'est le cow-boy. Et le cow-boy... c'est l'Amérique. Le Stetson, le ranch, tout ça. Et donc, la femme de l'écrivain va tomber totalement sous le charme de ce cow-boy un peu... assez désagréable. Un peu désagréable, très mais macho. C'est ça qui lui plaît, voilà. en fait. Et lui écrire une lettre... En gros, et donc la série c'est une lettre d'amour à Dick, qui s'appelle Dick, et en gros c'est elle, en voix off, qui lit la lettre qu'elle lui écrit, et en même temps on voit la lettre écrite à l'écran. C'est ça. Et puis il y a des flashbacks et ça raconte son histoire. C'est spécial.
Ouais. J'aime bien quand je dis c'est spécial, c'est un peu bizarre. Hein, franchement. Ouais, donc c'est une série qui a quand même pas mal de qualité esthétique. Les acteurs sont très, géniaux. Très bons. Esthétique d'abord. Oui. La photographie est superbe, la raison est superbe, une très bonne utilisation de la musique, notamment qui m'a beaucoup plu dans la mise en scène. En revanche, j'ai vraiment eu du mal à accrocher au thème, à la thématique. C'est l'histoire d'un couple à la dérive. Ça fait... c'est pas l'histoire du moi. J'ai employé un terme que j'aime pas trop, mais ça fait un peu histoire de bobo quand même. Hein. L'histoire, elle en fait, elle est cinéaste, lui il est prof de littérature. Il y a des problèmes, ils ont des problèmes entre eux. Elle va tomber sur le charme de machin. Est-ce qu'ils vont résoudre leurs problèmes entre eux et non? Moi, ça m'intéresse pas, ce genre d'histoire. C'est pas des sujets qui me passionnent. Autant, par exemple, la série Transparente m'a beaucoup intéressé parce que je trouvais qu'elle touchait vraiment des sujets importants. Il y a vraiment un propos derrière, elle racontait vraiment quelque chose. Autant là, les états d'âme d'un couple, j'ai l'impression d'avoir déjà vu 1000 films et séries autour de ça. Oui. C'est en très dehors de la forme, je vois pas ouais. ce que ça va raconter plus. La forme est différente, mais moi aussi j'ai du mal à croire à cette espèce de... c'est le coup de foudre. Ouais, elle a craqué pour lui. Qui est... Bon, il est charismatique après, quand même, tu comprends que ça se passe pas bien avec son mari. Absolument abject, quoi. Enfin, c'est un mec le plus macho, le plus... Ouais, voilà, c'est ça. C'est genre la fille, t'as l'impression que c'est une super féministe, et elle rencontre le pire macho du coin. Elle oublie tout. Et elle fait « Ok, let's go !» Moi, je comprends pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas s'ils vont développer ça derrière. Vers la fin de l'épisode, t'as un personnage, t'as l'impression qu'il va annoncer un peu la thématique de ce que va être la suite. Franchement, si c'est ça, moi, c'est pas pour moi. Je veux pas dire que c'est mauvais parce que... Pourtant, c'est très très apprécié, tu vois. Moi, les retours que j'en ai vus, c'est... non, mais la série a vraiment des qualités. Mais c'est pas un sujet qui me parle. La forme est cool, quoi. Mais la forme est très bien. C'est pas un sujet qui me parle. Ouais. Peut-être que j'aime les personnages peut-être un peu plus... J'ai employé un bobo, mais peut-être des problèmes peut-être plus populaires au niveau de ça, des trucs un peu plus touchants, un peu plus difficiles. Voilà, les états d'âme d'un couple... On dirait du cinéma français, hein. Pardon, mais c'est ça. Voilà, c'est le cinéma français. le mot a été lâché. C'est le cinéma français. Allez, next. Bon, voilà, donc en tout cas, on ne sait pas si en plus ces pilotes vont devenir des séries. Qu'est-ce qui va... Non, les votes sont encore ouverts. Pour l'instant, c'est en gros les 3 qui sont... ouais, c'est ceux qui sont en tête pour l'instant. Qui sont en tête. À voir, hein, on saura plus, on vous dira si c'est ça, on verra si c'est complètement planté, si Jean-Claude Van Damme a triomphé grâce à son... grand écart, c'est ça, ouais. On verra. On verra. En tout cas, voilà, bref. Et sans plus attendre, on va passer à la série de l'été. Ouais. Celle dont on voulait vraiment vous parler. Et c'est Stranger Things. Ouais. Alors, Stranger Things. Sans spoiler, car je vois dans la chatroom que certains n'ont pas terminé. Pas terminé la série, ok. Challenge. Donc, Stranger Things, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une série qui a été mise en ligne sur Netflix cet été, avec une saison de 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été créé par 2 frères qui sont Matt et Ross Duffer. Oui, c'est ça. Et donc, de quoi ça parle en fait, Stranger Things? Ça se déroule en 1983, dans une petite ville, la ville d'Hawkins, dans l'Indiana. En fait, un petit garçon nommé Will va disparaître au cours d'une nuit. Et donc on va suivre tout un groupe de personnages qui sont composés de ses amis d'enfance, un groupe de nerds fans de Donjons et Dragons. On va avoir sa mère, donc incarnée par Winona Ryder. On va avoir le shérif de la ville. Donc ils vont tenter un petit peu de le retrouver alors que tout le monde le croit mort. Et ils vont un petit peu tomber sur une conspiration du gouvernement qui mène des expériences pas très catholiques. Et surtout, ils vont croiser la route d'une petite fille dotée de pouvoirs très mystérieux qui est nommée Eleven. Voilà pour le pitch. Je vous ai pas raconté grand-chose d'autre. En gros, voilà, ça c'est vraiment un hommage vraiment aux films des années 80, dans ce que j'appelle les films Amblin, c'est-à-dire les films produits par Steven Spielberg, qui mettaient très souvent en scène un groupe de gamins. Donc on pense forcément aux Goonies, on pense à E.T. par exemple. Bien sûr, oui. Voilà, donc on pense beaucoup à E.T., le groupe qui va rencontrer un personnage avec des pouvoirs. C'est E.T. là, c'est Eleven, qui va changer la dynamique, le rapport par rapport aux parents. Donc les parents sont divorcés, encore une fois, on a les liens par rapport à ça. Il y a une reconstitution assez incroyable
J'ai trouvé des années 80. J'ai jamais vu ça, je crois. Que ce soit, il y a tout, que ce soit de la voiture, au décor des maisons, aux costumes portés par les personnages, la cigarette, quand tu dis Jeff, qui est omniprésente, que l'on voit, c'est quelque chose que l'on voit plus à la télévision d'ailleurs. Les gens fumaient, des gens ils fument tout le temps, ils fument à l'intérieur, ils fument partout. Ça a dû coûter cher, je sais pas comment ils ont fait tout ça. En fait, je crois que c'est la première fois où je vois une série qui reconstitue une époque passée, où je me dis pas c'est une reconstitution. Oui, tu as l'impression de revoir un film de l'époque en fait. Ouais. Pourtant, il y a des grandes séries qui ont reconstitué. Il y a eu plein. Enfin, je me vois dire plein de fois, oui, c'est hyper bien fait, tu t'y croirais. Comme dans la série sur l'assassinat de Kennedy là. 11-21, voilà, 11-21-63 dont on a parlé la dernière fois. Ouais, ou Fargo aussi, mais là, par exemple. Je sais pas, tu sais, alors que quand tu vois la reconstitution, alors que quand tu regardes Stranger Things, ben moi, c'est moi qui me suis représenté là-dedans. Qui me suis remise en arrière, c'est pas la série. Je sais pas comment expliquer, c'est un phénomène je sais pas si c'est réellement une reconstitution fidèle des années 80 ou si c'est une reconstitution de l'image que l'on a des années 80 à travers les films que l'on a vus. Parce qu'en plus donc, du visuel, il y a aussi un énorme travail sur la musique qui fait beaucoup penser aux films de l'époque. Ça y est, Jeff il est fou. Jeff a un orgasme, ça y est. Génial la musique. La musique est géniale. Fantastique. Encore une fois, on pense aux films l'Iconis et tout ça. Il y a aussi beaucoup un hommage à John Carpenter. Tous les films, le passage au synthé et tout ça, c'est très très John Carpenter. Tout à fait. Donc la musique, la mise en scène, les acteurs, les coupes des cheveux des acteurs, c'est ce que je préfère. Les coupes des cheveux des lycéens, c'est vraiment le top du top. Même les lunettes qu'ils portent, les fringues, tout. Typique de l'époque. Et moi, mon préféré dans cette reconstitution, c'est dans le générique. C'est le petit grain de l'image à la fin du générique. T'as l'impression de revoir un film de l'époque. Vous avez vu la vidéo là J'ai vu une vidéo où en fait ils ont interviewé les créateurs du générique. Ils expliquent exactement comment ils ont fait pour le générique. C'est un truc de fou. Parce que le générique est... c'est-à-dire c'est juste le titre qui apparaît, donc il n'y a pas d'image de la série. Mais il y a eu un travail de malade dessus, tellement tu sens les passionnés et les fans. Tellement c'est proche, ils ont réfléchi à la lumière, au reflet, à la couleur, enfin, c'est assez intéressant à voir. Nicolas Poppy nous dit novembre 83, très bon mois. On doit noter qu'il y a bientôt un anniversaire. Il y aura type anniversaire, ça semble. J'espère que tu n'avais pas la même coupe de cheveux parce que... C'était quand même... C'est sympa, ça a changé. Oui. C'est plus pareil maintenant. Et Jeff, tac. Hop, ça c'est fait. Salut Nico Poppy. Ça fait plaisir. Ok, ça c'est bon. Oui, non, c'est clair. Qu'est-ce qu'on voulait dire Oui, donc on a beaucoup parlé du générique, de la forme, mais le fond est intéressant. Donc forcément, il y a des ficelles un peu connues, donc si vous avez vu les films de cette époque. Mais vraiment, il y a une vraie alchimie. Tous les acteurs sont très bons, donc forcément il y a déjà des acteurs connus, donc on a parlé de Winona Ryder, qu'on ne présente plus. On a Matthew Modine qui joue le méchant. Matthew Modine, vous avez vu dans des séries télé, vous avez peut-être... Ça c'est Winona Ryder, c'est pas Matthew Modine. Voilà, qui a une belle Attends, hache. sur Winona Ryder, les avis sont super partagés quand même. Elle en fait un peu trop, mais c'est son rôle, je pense, qui en fait beaucoup. Parce que moi... Toi, je te sens partagé. Hein, non. Au début... C'est-à-dire que sur tous les premiers épisodes, elle est tout le temps... Elle est très, très intense. Ouais, intense, exactement. Après, ça va mieux. Donc, à un moment donné, on se demande si elle va nous faire que de l'intensité sur tous les épisodes, si on va craquer, ou si... après, ça va mieux. Mais après, bon, il y en a qui sont allés... c'est la mère courage. Un peu fort en disant elle est hystérique, etc. Bon, attendez, il y a quand même des raisons. Elle est pas hystérique. La partie sans gosse, quand même, c'est pas pour rien. Et personne ne la croit. C'est des circonstances. C'est très fantastique comme série, donc il y a vraiment des circonstances. Rien dire. Ouais, on va pas spoiler spéciales et fantastiques qui expliquent son état d'esprit. Hein. Voilà. D'accord. Donc moi je trouve que hystérique c'est un peu. Elle est pas folle. Après oui, c'est très intense, mais. Ça n'a pas sur sa casse, je me rappelle, on a fait la même critique sur Claire Dent, par exemple, dans Homeland aussi, qui est parfois aussi très intense dans ces scènes un peu dramatiques. Bon, c'est un petit peu pareil. Moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. J'aime bien Winona Ryder déjà en général. J'étais déjà très content de la retrouver dans une série, parce qu'on avait un petit peu disparu des écrans, Winona Ryder. Donc c'est bien qu'on la revoie. Depuis 83, on ne l'avait pas vue, c'est ça, Elle est restée. Non, on l'avait vue, elle avait fait des petites apparitions au cinéma, on l'a vue dans la série dont j'ai oublié le nom.
Show Me Your Hero. Elle a fait un petit rôle dedans. Okay. Aussi, on l'avait revu dedans. Voilà, ça me revient. Mais voilà, maintenant qu'elle a repris en 8 ans, en plus la série a très très bien fonctionné, je pense qu'on va la revoir un petit peu, un peu plus souvent. Ouais, je parle de Matthew Modine, donc, qui joue un des hommes du gouvernement. Donc Matthew Modine, on l'a vu dans la série, il a joué dans Weeds, par exemple. Il est assez glaçant, lui. Ouais, très glaçant. Sinon, si vous vous rappelez, il jouait dans Full Metal Jacket. Il était beaucoup plus jeune que ça à l'époque. Donc, grand acteur, Matthew Modine. Donc ça, c'est pour les plus connus. Mais les meilleurs, c'est tous les petits jeunes. Tous les gamins que l'on ne connaissait pas avant, qui doivent avoir dans les 12 ans, grosso modo. Mon préféré, c'est celui du milieu. C'est Dustin. Dustin avec ses petits problèmes de dents, là. Dans l'acte, en fait, l'acteur a vraiment cette maladie des dents, là. Les dents qui poussent pas, c'est pour ça qu'ils l'ont intégré dans la série. C'est le plus débrouillard, c'est le plus sympathique. Ouais, il est mignon. Moi, je l'ai trouvé super choupignon. Un petit chouchou. Mais pareil, ça a divisé aussi. Il y en a qui l'ont trouvé super énervant. Ah, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré aussi. Mais c'est typiquement le personnage gamin des années 80. Ben ouais, non, mais c'est exactement nerds, ça. Quoi. Enfin, mais ce qui est génial, c'est que ces gamins, moi, je les ai trouvés pas prises de tête, qui jouent très bien. Exactement. T'as pas envie de les baffer. Et on croit le point noir des séries des gamins. Tellement à ce groupe de gamins et à leur amitié, mais c'est... Enfin... Voilà, tu t'y crois, quoi. Tu t'y crois, et quand ils se disputent, t'es mal pour eux. Non, mais c'est ça, la partie de jeu de rôle, tu t'y crois avec tes potes en train de faire ça. Enfin, je suis sûre qu'il y en a plein qui s'y sont reconnus. Jeff, il dit oui. Surtout en 83, Jeff, je pense. Mais oui, enfin, ça sent le vécu. Tu vois les petites engueulades, les petits trucs, puis après, ils sont à fond les uns pour les autres. Ils sont top, quoi. Enfin, c'est vraiment... Oui, on s'y reconnaît. Moi, je trouve que vraiment la cohésion du groupe, elle est... La cohésion du groupe, elle est folle. C'est terrible. Et donc aussi, il y a donc la petite nouvelle, qui est donc Eleven. L'actrice, vraiment... Joli nombre. Alors, l'actrice, voilà, je voulais mettre un petit avant-après. Ouais, avant-après. Voilà, parce que dans la droite, c'est la série, il y a des cheveux très très courts. On la reconnaît quasiment pas, je trouve. Oui, après, bon, le maquis... Oui, après, c'est spécial. Ouais. Donc c'est elle qui joue la mystérieuse gamine avec les pouvoirs, qui arrive à être très très attachante dans une scène, mais qui fait un peu peur. Ouais. Elle fait un peu peur quand même. Tu sens qu'elle a des trucs qu'elle maîtrise pas très bien. Des fois, t'es pas très à l'aise, et l'actrice joue remarquablement bien. Comment ça s'appelle, Millie Brown? Comment ça s'appelle? Je sais plus. Oui, je crois que c'est Millie Brown. Ouais. Et c'est remarquable, sauf pour quelqu'un de son âge, elle a 12 ans, quoi. Elle arrive à jouer... Bobby Brown, voilà. Millie Bobby Brown. C'est assez remarquable pour quelqu'un de son âge, pour jouer des émotions aussi différentes, et être aussi convaincante dans les deux, et avoir une alchimie avec tous les autres personnages. Elle est marrante parce qu'en fait, elle est sur Twitter, du coup, elle a posté la vidéo... où elle se fait raser les cheveux. Donc t'as tout un truc. Et voilà. Mais là, on l'a regardé tout à l'heure chez Jimmy Fallon. Vous en avez parlé dans la timeline tout à l'heure. Chez Jimmy Fallon, tu la vois rapper du Nicki Minaj. C'est le gros décalage, c'est génial. Elle a du talent, là. Elle est vraiment excellente, quoi. Ouais, elle a 12 ans. Voilà, elle a 12 ans. En l'espérant c'est qu'il y a beaucoup de jeunes acteurs qui ont un peu dérivé après préparation, mais espérant que rien ne lui arrive. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Parce qu'elle peut faire une grande carrière. Pas comme dans Drew Barrymore dans E.T., quoi. Elle était petite. Elle était petite, mais elle a fait une grande carrière. Entre-temps... oui, elle a eu une période sombre. Drew Barrymore, certes. Elle a réussi à s'en sortir. Même Winona Ryder, elle a aussi commencé très très jeune. Oui, d'ailleurs. Aussi, il a eu quelques petits problèmes. Pareil, d'ailleurs. C'est pour ça, mais voilà, maintenant elle revient. J'espère que ça se passe bien pour elle. On va pas trop... Donc voilà, on va pas vous spoiler l'intrigue. Ouais. Du coup, j'avais noté qu'on allait parler d'un personnage qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, qui a eu beaucoup de soutien. On va pas en parler. On va pas trop en parler parce que... Si vous avez même si moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je crois que c'est le look, en fait. Je sais pas, il y a eu beaucoup de hype autour de son personnage. On va pas en parler parce que du coup, ce serait dommage de... Donc on va voilà, parler si de vous ça. avez vu la série, je pense que vous voyez très bien de qui on parle. Moi, j'étais un peu déçu. Je m'attendais beaucoup plus à elle par rapport à tout le buzz qu'il y avait eu autour. Mais ouais. Mais bon. Voilà. La question qui fâche. Hommage aux séries, aux films des années 80 ou pillage? Pour moi, pillage, non, c'est hommage. C'est copier-coller. Copier-coller, non, c'est un peu remix. Ils n'ont pas copié-collé réellement. Il y a comme une dynamique qu'ils ont ressortie.
Est-ce que c'est mieux que de faire un remake, par exemple, d'une série existante ou pas? Ils ont leur influence. Il y a plein d'auteurs qui ont leur influence et qui vont influencer leur travail derrière. Donc pourquoi pas. Après, ils ont dit que c'est une première saison. Donc la série a très très bien fonctionné. Donc il y aura déjà une saison 2 qui a été annoncée. Il y a un teaser déjà qui est tombé il y a quelques jours, donc avant qu'on l'entende ici. Donc une saison 2 qui va se dérouler quelques mois plus tard. Donc c'est en nouveau 83. Donc voilà, on est en 84. Très bonne année. En 84. Et donc ils ont dit que cette fois-ci, la première saison, ils ont posé les bases. Et dans la saison 2, ils vont s'orienter d'un peu dans quelque chose de différent. Ils veulent pas refaire exactement la même chose que la saison 1. Ouais. Ça serait pas intéressant. Ouais. Ils vont regarder dans ce qui a fonctionné, mais nous emmener vers une piste différente. Et je pense que c'est là vraiment qu'ils vont apporter vraiment leur propre touche derrière les frères Duffer. Je pense qu'ils vont montrer autre chose. Oui, d'accord. Non, parce que je troll un peu, mais on a quand même vu des vidéos sur la reprise plan par plan de certains mais à ce films. moment-là, Tarantino, il fait pareil aussi. Tarantino, tu prends plein de ses films, c'est des trucs plan par plan de classiques du cinéma. Mais on dit que Tarantino, c'est un génie. C'est pareil, il y a des trucs, c'est du copier-coller. Moi, je trouve que c'est plus un hommage. C'est un hommage, ils ont des influences. Je sais pas, c'est assumé. C'est assumé, le truc, de toute façon. Ils sont allés jusqu'au bout et c'est vu à travers leur prisme. Ouais. Et voilà, ils ont choisi des acteurs. Ils ont écrit des personnages quand même derrière. Ils leur ont donné des dialogues et tout ça. Ils ont créé des situations. À partir du moment où ça te fait ressentir un truc, tu peux dire que c'est original, quoi. Ouais, pour moi, c'est mieux. Il y a des influences. Il y a une influence. Ça m'a pas reste gêné. une œuvre originale. Après, je pense non plus que j'ai pas vu toutes les références parce que je pense pas avoir toutes les références cinématographiques. Ouais, il y a beaucoup de références. Il y a du Stephen King aussi dedans. Voilà, par exemple, Stephen King, c'est pas du tout des films que je connais, donc j'ai pas. Mais bon, il y a ça. Encore une fois, le groupe de gamins. Mais oui, non. Moi, je vois ça comme un hommage, mais vraiment... c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué ça en disant que c'était... qu'ils surfaient un peu sur l'effet nostalgie, en fait, de cette époque-là, et qu'en fait, ils n'apportaient rien derrière. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Après, pour avoir vu toute la série, je trouve quand même qu'ils apportent une petite touche... ils apportent une âme supplémentaire, j'ai trouvé. La série a sa propre âme. Je trouvais que c'est pas seulement bêtement un copier-coller de... Tu regardes Super 8, ça m'a pas fait ça, quoi. Exactement, j'ai préféré totalement Stranger Things à Super 8. J'ai regardé Super 8, j'ai fait ouais, bon. Alors que là, j'étais oh, oui. Voilà, ils ont développé, ils ont passé un casting, ils ont choisi les bons acteurs et tout ça, ils ont créé une dynamique. Il y a un travail quand même de recherche derrière, c'est pas juste du copier-coller. Oui, mais pas. Nico Poppy dit la scène du vélo, je pensais à ça en fait quand j'ai. Ils ont beaucoup hésité. J'ai eu une interview où ils ont beaucoup hésité. En fait, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis? C'est qu'ils ont mis OK, on la met, et après on ne refait plus jamais ça en fait derrière. Ouais. Il n'y aura plus jamais de référence à ça derrière. Oui, parce que ils ont été sur tellement de choses. C'est pour ça. Il y a une interview là-dessus où ils en parlent, ils ont dit c'est pour s'en débarrasser, on la met, c'est fini, on met ça de côté. Jean-Guillaume Midi, c'est marqué Netflix Original Series, alors c'est pas très original, Bon, c'est un tampon. Mais si, mais c'est c'est. Il y a du travail quand même derrière, il y a quand même une recherche et tout, c'est travaillé quand même comme série. Moi je pense que si t'as pas vu les films, tu kiffes quand même, tu vois. Oui, c'est pas juste parce que t'as chopé les références et que t'as compris que c'est E.T. machin et tout, que non, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais... Le bémol, j'ai trouvé que c'était un peu décompressé. Genre, il y a 8 épisodes, il y a quelques longueurs. Je pense que ça aurait pu être peut-être plus intense en 7, voire même 6 épisodes. Ouais. Ça tire un petit peu de ça. Déjà, je suis content qu'ils en aient pas fait bémol aussi, mais c'est pas le même. Plus de 10 ou 13, ils ont fait que 8 épisodes. Donc pour les séries Netflix, déjà, c'est assez court. Et il y a quelques longueurs. Tu sens qu'ils ont structuré vraiment leur histoire sur les 8 épisodes et qu'ils ont un petit peu essayé de découper ça pour que ça rentre. Mais fondamentalement, il y a quelques longueurs et ça aurait mérité d'être plus compressé. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, ça aurait été un film de 2 heures. Je pense, cette histoire-là. Ils n'auraient pas fait forcément une série dessus. Mais peut-être que maintenant, de nos jours, à Hollywood, il y a peut-être plus moyen de faire des films comme ça. Donc, ils sont rabattus après sur les séries télé. Netflix leur donne l'occasion de faire ça. Quand je repense aux scènes... c'est dur sans spoiler. Les espèces de scènes de raid de Eleven, c'est... La mise en scène est fantastique. Non, alors moi, j'ai un bémol, mais du coup, je peux pas trop le dire.
C'est plutôt sur la fin. Alors, comment je veux dire sur la fin, sur le problème que vont devoir affronter les personnages, on s'est trop montré. C'était très cryptique ce que je viens de vous dire. Ouais, ça tease la saison 2, c'est pour montrer que... Il y a une saison 2 qui arrive. Au départ, moi je trouvais que ça faisait vachement plus flipper quand tu voyais rien que après quand tu vois. Que tu vois et que tu... Ah. C'est très expliqué et que c'est très montré. Ouais, le côté horreur m'a plu. Vraiment. J'étais peut-être en manque de série un peu horrifique. Du coup, ça m'a plu. C'est ça. Mais c'est comme dans X-Files. Moi, je préfère quand on voit pas vraiment que quand on voit de près. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Vous m'avez compris, c'était très très clair. Hein. C'était Mais un nous peu n'avons pas cryptique. spoilé. Voilà. Et là, c'est beau. C'est ça. Ça a été compliqué, on a dû passer 3 de côté, mais ça marche. Voilà, on va dire qu'on n'a pas spoilé, donc personne ne va crier dans la chatroom. Donc c'est bon, le débat de l'infini, dit Jeff, bah oui. Et puis il parle et dans la chatroom et en vrai, il est magique, Jeff. Hein. Non, mais c'est intéressant. Quoi. En clair, c'est la série, bah, elle en impose par elle-même, je suis bien d'accord. Mais ouais, donc... Ouais. Allez, Kazim, tu dis c'était scène préférée à cause de la réaction des personnages. Non, attends, peut-être pas la même scène. J'en suis plus. Les scènes dont tu as parlé, c'est ses scènes préférées. Les scènes de rêve ou les scènes où on voit? C'est compliqué de pas parler comme ça. Ouais, je ne sais Sans plus. spoiler. Dites-nous. On n'arrive pas à se comprendre. On sait plus. Bon, mais est-ce que c'est flippant? Parfois, ça fait un peu peur. Ah oui, la fille, d'accord. Parfois, ça fait un peu peur. Ouais. Moi, je trouve que ça fait peur quand on sait pas vraiment de quoi il retourne et que ça fait moins peur. Ah oui, la suggestion fait toujours plus peur. Une fois qu'on a vu et qu'on a compris ce qui se passe exactement. Mais c'était trop tentant. C'est pas... Faut dire que les frangins, c'est des fans d'horreur. J'avais posté moi dans le Slack du Kicking où je l'avais tweeté aussi. Ils avaient fait un court-métrage étudiant. Une histoire de cannibale, un truc flippant au possible, ultra malsain. C'est un court-métrage étudiant. Un des trucs que j'ai vu mieux que plein de films d'horreur au cinéma. D'accord, ok. Donc tu sens que c'est des passionnés par ça. Ils n'ont pas pu se retenir. Il fallait qu'ils casent un petit peu de trucs un peu glauques dedans, okay. un peu de visuel. Il fallait que ça passe quelque part. Ouais. Vous pouvez pas faire que de la suggestion. Hein. Ok. Oui, mais non, mais c'est bien aussi. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un mélange un peu tout. Ils se sont fait plaisir. Hein, ouais. Ils sont vraiment en tout cas, la saison 2, on sera là, on sera à fond. Oui, assurément. Voilà, c'est clair. C'est clair parce que c'est vraiment la série. De plus, je crois qu'ils ont eu 9 épisodes pour la saison 2. D'accord, mais c'est cool. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est encore une raison de prendre l'abonnement à Netflix. Hein. Moi, je dis... On a passé l'été dessus, là, avec c'est vrai, c'était la série qui était plus patiente de cette télé, je pense. Hein. Ouais, carrément. C'est dans le top 3 des séries les plus regardées de Netflix. Ouais. Donc, c'est la 3e. Ça, c'est dingue, par contre. Pourquoi devant Daredevil et Jessica Jones. Oui. C'est ouf. C'est ouf. Pas qu'il y a le même budget, en plus. Donc, Non, ça c'est assez dingue. Et pourtant, Dieu sait qu'on a aimé Jessica Jones, mais... oui, c'est clair, mais je trouve que c'est pas connu, hein, parce que Daredevil et Jessica Jones, il y a la marque Marvel derrière, qu'il y a un truc qui n'est pas de marque particulière, que ce soit pas une franchise ou quoi que ce soit. Tu voudrais dire qu'une licence originale a ses chances? Mais ouais, c'est fou quand même. Qui l'aurait cru, quoi. Faut appeler les cadres hollywoodiens et leur dire ça, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Bon, bah bref, je crois que... Voilà. En vrai, en tout cas, dans la chatroom, vous avez l'air assez emballé par la série. Je pense que plusieurs l'ont vu et ont bien aimé. Je vois pas trop d'avis négatifs. Donc c'est cool, vous êtes un peu de notre avis. Et ceux qui l'ont pas vu, en espérant que ça vous a donné envie de regarder la série. Hein, ouais, en tout cas, il faut essayer. Enfin, franchement, l'essayer, c'est l'adopter. Ou je sais pas, on peut au moins, le premier épisode déjà pose bien l'affaire, l'ambiance et tout. Ça vous donne un peu une idée du pourquoi, du comment et de ce qu'il en retourne par la suite. C'est ça, voilà. Allez-y, voilà. Il faut regarder Stranger Things. L'émission touche presque à sa fin, mais on va pas se quitter sans la traditionnelle rubrique. La petite friandise de fin. What else? Alors, voilà, c'est le retour du What else après. Kevin n'a toujours pas enlevé son sac, parce que je pense qu'il est prêt. Je pense qu'il est en train de se greffer à un moment donné. Je suis en train de l'absorber, le sac. Alors, qu'est-ce que tu as dans ton sac, Kevin? Dis-nous tout. Donc, le rubrique What else, ce mois-ci, j'ai décidé de m'intéresser à un acteur que j'aime énormément, qui s'appelle Peter Serafinowicz. Il a un nom un petit peu compliqué. Un tout petit peu. Tout petit peu compliqué, pas facile à orthographier.
Heureusement, c'est écrit en bas. Bien, ouais. Donc, c'est un acteur britannique. On l'avait dit au début, donc avec une voix assez incroyable. Donc, on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est l'acteur qui est dans la série. C'est l'acteur qui joue dans la série The Tick. Donc, la nouvelle série The Tick. Il a beaucoup de travail avec sa voix, il a fait beaucoup de doublages. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous passer les extraits sonores. Parce que souvent, on va se faire bloquer la vidéo. Ou alors parce que je ne les ai pas trouvés, tout simplement. Dommage. Donc, je vous garde un petit bonus pour la fin. Oh, tu vas te faire Voilà, donc je vous ai quand même essayé de trouver des images dans des rôles marquants. Je pense qu'on va recommencer parce que du coup, ça va pas le faire. Non, c'est bon. Bon, ok. Voilà, et en fait, surtout, c'était un petit peu l'excuse pour parler de séries anglaises comiques que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous caser un petit peu ça. C'est soit ça, soit VIP. Hein. De toute façon, on peut pas. On n'a pas très souvent parlé de comédie anglaise, mais surtout des trucs un petit peu plus anciens. Moi, je sais, hein, parce que je l'ai vu, la comédie anglaise. On en a 2. Ah, j'en connais qu'une. Mais oui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, après, celle que j'ai choisie, c'est une série qui date de 1999 et qui s'appelle Spaced, qui est sortie en France sous le nom de Les Allumés. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Mais si, je l'ai vu. Tu l'as vu, Spaced? Ouais, donc il y a quelques petites têtes connues. Voilà, donc c'est une série qui a été créée par Simon Pegg et Jessica Hines. Il est là, en bas. C'est en bas à gauche, ouais. Donc c'est un petit peu la série qui a fait découvrir Simon Pegg. Donc il y a Nick Frost, que vous avez vu, donc, qui joue encore une fois le meilleur pote de Simon Pegg. Il y a Edgar Wright, donc, qui avait réalisé, lui, donc Shaun of the Dead et compagnie, qui réalise tous les épisodes de la série. Donc c'est vraiment la série qui a lancé ce petit trio-là. Donc de quoi ça parle? En fait, ça raconte l'histoire de Tim et Daisy, donc, qui sont incarnés par Simon Pegg et Jessica Hines, qui en fait se font passer pour un couple pour pouvoir louer un appartement à Londres. Donc ils sont, voilà, c'est une série totalement barrée. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. T'as longtemps, moi c'est une série que j'adore. Donc ils sont entourés par toute une galerie de personnages complètement barrés. Donc il y a le meilleur ami donc, de Simon Pegg, donc avec Nick Frost. Il y a la gardienne de l'immeuble qui est quand même en barge. C'est une série très 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 geek. Il y a des références dans tous les sens. Il y a un épisode avec des zombies où en fait le personnage de Simon Pegg a trop joué à Resident Evil, donc il commence à voir des zombies, des zombies partout. Il y a des références à Tomb Raider, à Buffy. C'est à Star Wars, il y a des trucs partout. C'est une série que j'ai adorée. Il y a des caméos dans tous les sens. Plein d'acteurs que l'on connaît. Il n'y a pas Hugh Laurie, non? Il est pas. Non, il n'y a pas Hugh Laurie dedans. Mais donc il y a Peter Serafinowicz, voilà. Le fameux. Voilà, qui joue en fait le nouveau copain de l'ex-copine à Simon Pegg, à Tim, et donc ils vont régler leur compte un petit peu au cours d'une partie de paintball. Donc j'ai réussi à retrouver la citation qui me fait beaucoup rire sur l'amour et la guerre, donc je vous laisse un petit peu apprécier tout ça. Et encore une fois, il a une voix très très particulière, il a une voix extrêmement grave, une voix très portante, très grandiloquente. Il en joue beaucoup avec ça. Et en fait, il va en jouer encore plus dans la prochaine série que j'ai choisie. C'est peut-être celle-là que tu connais. Donc, c'est une série qui date de 2000, donc c'est l'année suivante. C'est la série Black Books. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous avez peut-être connu Black Books. C'est une série typiquement anglaise. Donc, donc ça raconte l'histoire de Bernard Black, qui est un libraire, qui tient là donc la librairie Black Books, un libraire totalement irascible, tout en mauvaise humeur, alcoolique, sale, méchant. Et qui est donc son meilleur ami qui est Manny, qu'on a vu à droite, et c'est un meilleur ami qui est Fran à gauche. Donc Peter Serafinowicz a joué un petit rôle là-dedans, comme plein d'acteurs anglais. Les acteurs anglais, ils me font marrer, t'as l'impression qu'ils sont 10 en fait, sur toute leur île. Tellement ils jouent tous dans les séries des uns et des autres. Tout le monde a joué la série, tout le monde se croise. Ils jouent tous dans Harry Potter, de toute façon c'est simple, on les voit tous dedans. Donc Peter Serafinowicz a joué dans Black Books, et en fait il joue un ancien ami de Fran, donc elle va croiser. Donc, il a une voix très très particulière. En fait, il fait des émissions de radio. Il a une voix qui fait beaucoup d'effets à Fran. Malheureusement, voilà, j'ai pas pu vous trouver d'extrait sonore. La vidéo est sur YouTube. Quand l'émission sera en ligne, j'essaierai de vous le mettre dans la description parce qu'il faut voir ça. Il y a une compile de tous ces passages de l'épisode. Il a une voix grave, très portante. Un peu comme The Tick, mais encore plus charmante, encore plus forte. Il a une voix incroyable, Peter Serafinowicz. Donc voilà, Black Books, il m'a vraiment marqué là-dedans. Cette fois-ci, j'ai choisi un film. Pour conclure, j'ai pris que 3 extraits. Donc c'est un film très récent, qui date de 2014, que vous avez sûrement vu. Il s'agit des Gardiens de la Galaxie. Il joue dans les Gardiens de la Galaxie, Peter Serafinowicz. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin peut-être vous ne connaissiez pas avant. Non. Il joue un des membres du Nova Corp. Ah, oui, non. Est-ce qu'on a l'image? Ah bah oui. D'accord. Et ouais, qui a la même tronche. Voilà, donc là, bon, il a un petit rôle dans le film. Malheureusement, il fait pas trop travailler sa voix dedans.
Mais moi, voilà, moi qui connaissais Peter Service depuis très longtemps, j'étais quand même très 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 content de le voir dedans. Kevin, en fait, quand il regarde un film, il regarde que les guests. Oui, ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y a le générique de fin, je repère tout le monde. Ah, mais lui, il joue. C'est le gars en bas de l'écran qui prend des photos. C'est ça. Non, voilà, donc je vous ai mis les trucs soit qui m'ont plu ou soit les plus connus. Je vous ai gardé 2 petits trivia pour la fin. Ceux-là, ils vous permettront de briller en soirée. Attention. Donc, comme je vous l'ai dit, Peter Service, il a une voix très particulière. Il a fait beaucoup de doublage. En fait, il a doublé dans des films, dans des séries, même dans des jeux vidéo. Il fait une des voix du Deus Ex, par exemple, ou aussi une voix dans Dark Souls 2. Donc voilà, les gamers, ça apprendra forcément. Et il a fait une voix connue dans un film très connu au cinéma. Donc un film de science-fiction qui est parti d'une une trilogie. Maintenant, il y a 7 films. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Que c'est difficile comme énigme. Heureusement que nous n'avons pas un public de geeks avec Voilà, nous. exactement. Donc il a fait une voix d'un Star Trek. Non, il n'y a pas cette film. C'est ça. Non, il y en a beaucoup plus que ça. Harry Potter, il y a 7 films. Non plus. Il a fait une voix dans Star Wars. Et ouais. Bah, t'as spoilé le truc que j'allais dire. Bam. Et ouais. Blam. Un spoil. C'est pas grave. Donc Peter Je croyais que c'était le truc, tu vois, genre Star Wars, paf. Paf. Ouais, donc en fait, c'est la voix de Darth Maul au cinéma. Donc forcément, quand tu vois Darth Maul et tu vois le physique de Peter Serafinowicz, tu fais pas forcément lien. Moi, ça me fait beaucoup rire en fait, parce que je me suis dit, les mecs, ils ont passé le casting. Ils ont fait passer le casting à ce mec. Ils ont dit, ok, t'as le physique pour faire Darth Maul, mais en revanche, la voix, ça va pas le faire. Ouais. On va te doubler en fait. Tu vas juste jouer, on va tout te doubler en post-prod. On va prendre un vrai acteur, désolé. Désolé, mec. En fait, on va prendre un vrai acteur pour un cascadeur ou C'est ça, ils ont pris un cascadeur, ils l'ont doublé après en post-prod. Bon, moi, je l'aurais pris un peu mal, quoi. Je l'ai doublé derrière. Mais voilà, donc Peter Service, c'est The Tick et c'est aussi Darth Maul. Incroyable. C'est assez un parcours éclectique. Et voilà. Et je vous ai trouvé un dernier trivia que m'a fait vraiment halluciner. J'ai fouillé dans les tréfonds d'IMDb. J'ai pas réussi à retrouver d'extrait sonore. Donc je peux pas vous confirmer le truc, mais c'était tellement incroyable qu'il fallait que je vous parle. Il a joué dans une vieille série anglaise qui s'appelle Spitting Image. Ça, je connais pas. En fait, Spitting Image, c'est l'ancêtre britannique des Guignols de l'info. Ok. Voilà. Et ouais, en fait, c'est la série britannique qui a inspiré les Guignols. En fait, Peter Serafinowicz faisait une voix d'une des marionnettes et vous ne devinerez jamais de quelle personnalité il faisait la voix. Du Prince Charles. Pas du tout. Il faisait la voix de quelqu'un que l'on connaît tous, on est tous très familiers. Il faisait la voix de Jacques Chirac. Alors ça, si c'est pas du Jacques Chirac en anglais. Ouais. Alors ça, si c'est pas du trivia de complète quand même. Qui était le doubleur de Jacques Chirac? Peter Serafinowicz a fait un jour la voix de Jacques Chirac dans une série. Ah oui, quel est le point commun entre Jacques Chirac et Peter Serafinowicz? Voilà, si vous voulez faire le jeu des... Serafinowicz, je me souviens. Oui. Des 7 degrés de Kevin Bacon, par exemple. Vous pouvez partir de Jacques Chirac à travers Peter Serafinowicz. C'est assez... Donc le mec a quand même fait Jacques Chirac, il a fait Darth Maul. Ouais. Et The Tick. C'est très très éclectique. Ah oui, bon ben lui alors on va le suivre, on sait pas le prochain truc qu'il va nous faire, n'importe quoi. Il va faire du doublage, il a fait faire à peu près énorme. tout quoi. Il a fait des trucs assez connus, des trucs très british. Ouais, donc si vous êtes familier avec la culture britannique, je ne vous ai pas tout listé. Peut-être qu'il va être dans The Fall, saison 3, non quand même pas. Il serait capable de faire genre un tueur en série. Capable, mais il a fait plein de séries d'animation, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Voilà, moi c'est un mec que j'aimais beaucoup. Donc la petite bande de Simon Pegg, il joue dans tous les films, il joue dans Shaun of the Dead aussi. Il joue dans le dernier pub avant la fin du monde. Maintenant que vous avez sa tête en tête, voilà. Ouais. Si vous revoyez un peu la trilogie Cornetto, vous allez halluciner direct. Donc, voilà. Oh bah merci Kevin, on a appris encore plein de choses sur un acteur qu'on connaissait pas bien finalement. D'ailleurs, si vous avez envie de coller Kevin, ou alors de lui donner un peu de travail vu qu'il a son cartable, il a certainement un agenda là-dedans. J'ai mon cahier texte. Donc cahier texte. Vous pouvez donner lui des idées dans la chatroom ou sur Twitter @browncoat84 parce que j'ai retenu 84. Bien. Mettez-le au défi, dites-lui des noms improbables, dans quoi jouer improbables qui cherchent un peu parce que il passe ses nuits sur, c'est pas le Darknet, c'est IMDb, hein, c'est presque pareil. Le plus dur c'est de trouver les images et les extraits derrière parce qu'il y a des trucs assez obscurs, le Speeding Image, j'ai galéré hein. Bah tu m'étonnes. Pour trouver ça derrière. Tu dois avoir des trucs chelous hein, quand tu tapes Spitting Image sur... Je me suis pas planté. C'est lui. Ouais, c'est moi.
C'est lui. Myself. Allez-y, lancez-lui, mettez-le au défi. Je suis sûre qu'il pourrait vous étonner. Donc pour la prochaine, un truc bien dur. Sur ce, on va terminer notre émission. Le café va fermer ses portes. Et car on va coucher Kevin. Il y a école demain, Kevin. Exactement, faut se lever tôt. C'est ça. On est très content de vous avoir retrouvés. Ouais, tout à fait. C'est un grand plaisir. Voilà, on a encore plein de choses à dire. Donc on aura une émission bientôt. On va pas dire de date, mais bientôt. Sans PLS peut-être. On sait pas, on verra bien. Merci à la chatroom, merci à tous ceux qui nous ont retweeté, qui ont commenté, qui ont envoyé des tweets. Là. Les tuteurs, ils sont là. Tout. Hop, ça c'est moi, ça c'est lui. Tout. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre tout ce que fait Geeking parce qu'il se passe plein de choses sur cette chaîne formidable, il faut le dire. Et on remercie aussi Jeff. Merci Jeff. Qui a sauvé la PLS de Twitch, donc c'est parfait. Donc en attendant, regardez plein de séries et on vous attend dans le prochain Café Série. Salut à tous. Bye bye. Ciao. Cette émission est produite avec la participation de Manatori.